Bonjour et bienvenue sur ce nouveau podcast. J'ai la chance d'accueillir Jérémy qui va parler avec nous de l'avenir de Google Ads, de comment était Google Ads avant, comment va être Google Ads dans le futur, comment ChatGPT, Bard et toutes les autres intelligences artificielles vont changer potentiellement la manière dont les agences et les consultants travaillent. Si c'est des sujets qui t'intéressent, eh bien, écoute, je t'invite à nous rejoindre sur cet épisode, à l'écouter en entier, puis à me faire un retour en commentaire ou directement sur LinkedIn. Je te souhaite une bonne écoute. Salut. Bienvenue Jérémy, je suis ravi de t'accueillir sur le podcast e-commerçons. Aujourd'hui c'est un peu un épisode bonus qui est enregistré du coup en vidéo mais aussi sur les plateformes de podcast traditionnelles. L'idée de ce podcast bonus c'est de pouvoir parler un peu plus en profondeur de Google, de l'avenir de Google. On va parler de ChatGPT, d'IA, du rôle de consultant, etc. Avant de commencer, j'aimerais peut-être que tu puisses prendre un peu de temps pour te présenter ton parcours et puis qu'on comprenne bien voilà, ce que tu fais aujourd'hui, etc. Ouais, super, avec plaisir. Déjà, merci pour l'invitation. Je suis hyper ravi d'être ici pour m'exprimer sur ces sujets qui sont passionnants et qui travaillent un peu le milieu. Donc moi, je suis Jérémy, ça fait 8 ans que maintenant que je fais du marketing digital. Je suis venu au marketing digital un peu par hasard. J'avais une formation de journalisme à Sciences Po Toulouse. Donc j'ai beaucoup rédigé, fait du copywriting, etc., fait de la rédaction. Et un peu par hasard, j'ai trouvé un stage dans les médias. Sauf que pour moi, les médias, c'était le journaliste, c'était les chaînes de télévision et c'était pas l'achat média. Et en fait, en arrivant en agence, j'ai très vite compris que c'était pas ce que j'allais faire finalement. Donc j'ai plutôt commencé à travailler sur des fichiers Excel et des chiffres toute la journée. Voilà, c'est vraiment le hasard et en fait ça m'a tout de suite plu. Donc j'ai attaqué par le SIA et j'en ai fait pendant 6 ans, principalement sur des comptes type banque, assurance, sur du retail, sur de la presse également. Donc avec une approche très à la performance. Et là depuis 2 ans, donc j'ai switché chez annonceur comme beaucoup finalement. Donc chez Meilleur Taux qui est une fintech. Aujourd'hui on est une marketplace de produits et services financiers. Donc on est très connu sur la partie crédit IMO, mais on opère également sur tout ce qui va être assurance, tout ce qui va être comparateur de tarifs énergie, comparateur de tarifs bancaires, produits de placement. Donc aujourd'hui j'ai l'impression d'avoir 10 clients. Grosso modo, chacun de ces métiers c'est un client et sur lequel j'essaie de générer le plus de leads possible en minimisant les coûts. Et c'est justement, tu nous accueilles dans les bureaux de Meilleur Taux aujourd'hui. Donc toi, ton objectif sur ces produits-là, enfin sur les produits financiers que tu vends, c'est vraiment de faire de l'acquisition de leads. Ouais, tout à fait. J'ai une double casquette. J'ai aussi une casquette sur la partie fidélisation, web analyse, CRO. Mais sur ma première casquette qui est la direction de l'acquisition, nous aujourd'hui, on doit alimenter des centaines de conseillers. C'est-à-dire que quand un client arrive sur le site Meilleur Taux, fait un formulaire, fait un devis, fait une comparaison, ensuite un conseiller téléphonique ou une agence va le rappeler. Et donc je sais que chaque mois, j'ai 500 conseillers à alimenter. Chaque conseiller est capable de générer X leads par jour, enfin de traiter X leads par jour. Et ça me donne finalement mon objectif à générer chaque mois. Sachant qu'il y a des métiers, on a des coûts leads qui sont totalement différents. Il y a des métiers où on est très bien positionné, d'autres un peu moins bien. Et donc j'ai un budget global qui est subdivisé ensuite par métier. Et l'objectif, c'est d'essayer de livrer finalement ce capacitaire-là afin d'occuper entre guillemets les conseillers. Quand j'ai occupé, c'est d'un point de vue neutre, c'est-à-dire en tout cas de les alimenter, parce que derrière on sait très bien qu'il faut X leads pour avoir un client. Donc ça, on a le recul nécessaire et donc voilà, l'objectif c'est de pouvoir alimenter la production. Ouais. Ouais, tu remontes en fait la chaîne de valeur à l'envers et tu retrouves ton taux de conversion de ce dont tu as besoin au départ pour pouvoir avoir en fait le nombre de leads nécessaires pour chacun de tes consultants. C'est ça. Ce qui est assez compliqué parce que par exemple un métier comme le crédit IMO sur lequel nous on est leader aujourd'hui, effectivement on a un flux organique qui est monstrueux. Donc ça c'est vraiment top, mais parfois on est obligé de faire un peu d'acquisition sur des périodes de pic, etc. Un métier sur le crédit immobilier, comme le crédit immobilier, on sait qu'il faut entre 6 mois et 9 mois entre le moment où un client arrive sur le site Meilleur Taux, fait une simulation, et le moment où il signe vraiment chez le notaire. Et donc ça, pour piloter finalement les variations de taux de transformation, là typiquement en ce moment on est en plein dans le cœur du sujet, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, qu'est-ce qu'on constate? On constate des taux immobiliers qui se dégradent fortement. Il y a un an ils étaient autour de 1,5, là on est à 3-4%. Donc ils ont été multipliés par 2,5, c'est énorme. Et finalement on est encore en train de traiter des leads qui ont été générés il y a 6 mois, 9 mois dans un autre contexte. Et donc ça c'est difficile à répercuter finalement sur nos stratégies d'enchères, etc. Et c'est tout l'enjeu. Et je pense que c'est tout ce qui est intéressant quand on fait de l'acquisition chez Meilleur Taux, c'est justement de prendre en compte tous ces effets de bord pour pouvoir piloter finalement avec des données du passé et afin de les intégrer dans nos stratégies actuelles.
Ok, et c'est hyper intéressant et je pense que du coup, ton expérience chez Meilleur Taux va vachement alimenter nos échanges pendant ce podcast. Meilleur Taux, c'est une de tes casquettes parce que tu as aussi un podcast à côté et je sais que tu es assez actif autour dans le milieu du SEA en France. C'est quoi un peu tes autres, justement un peu tes autres casquettes et les autres choses que tu fais à côté? Ouais, j'essaye effectivement de créer pas mal de contenu. Donc j'ai un podcast qui existe depuis un an qui s'appelle Déclic. C'est une petite pastille que je produis toutes les semaines, grosso modo. C'est 4 minutes sur une problématique search que je fais tout seul chez moi le dimanche soir, tout simplement. Et je me suis lancé ça, c'était une bonne résolution de l'année dernière. Et c'était à la fois pour me challenger parce que je sais que j'ai tendance à parler vite. Et voilà, je me challenger en disant je vais essayer de travailler ma diction et le podcast c'est un bon exercice et je vais essayer de travailler aussi le côté pédagogique, c'est-à-dire que comme tout le monde j'ai fait ma scolarité jusqu'au master 2 etc. Et puis au début on apprend quand on commence en agence etc. Et je me dis là c'est le bon moment pour faire un retour d'ascenseur finalement. Tout ce que j'ai appris j'aimerais bien le partager et surtout c'est un bon moyen pour avoir des feedbacks, c'est-à-dire que à chaque fois que je publie mon podcast j'ai beaucoup de feedback via des messages privés, via des personnes que je rencontre dans les salons, dans des milieux informels, etc., qui me disent tiens, j'ai écouté un épisode et je suis pas d'accord avec toi ou je suis d'accord avec toi. Et en tout cas, ça permet effectivement d'échanger, etc., avec ses pairs. Et ça, c'est hyper intéressant. Souvent, quand on travaille chez annonceur, ce qui manque, c'est d'échanger avec ses pairs. Quand on est en agence, on a 50 personnes qui font la même chose que nous. Et donc, honnêtement, là-dessus, on est tiré vers le haut en termes d'expertise pure. Donc, sur le SIA, pas de souci, on monte très vite en compétences. Quand on est chez annonceur, donc souvent on travaille avec 2, 3, 4 personnes maximum qui font du SIA ou de l'acquisition. Et donc c'est quand même hyper important de rester connecté avec son milieu, avec ses pairs, avec ses concurrents. Moi j'échange beaucoup avec mes concurrents vraiment pour finalement partager des feedbacks, etc. Parce qu'on a le même objectif finalement. Et si le secteur d'activité croît, Meilleur Taux est gagnant, les concurrents sont gagnants et en fait on est tous gagnants. Donc c'est hyper important de continuer à échanger. Ouais, je pense que c'est un enjeu particulièrement important dans notre domaine où finalement tous les 3-4 mois Google pond des nouveautés qui vont être testées très rapidement d'une certaine façon par certains, qui vont être testées par d'autres d'une autre façon. Et en fait les deux peuvent être très intéressantes et pouvoir échanger c'est hyper important. J'ai la sensation justement que parfois c'est un peu ce que vont rechercher des annonceurs en travaillant avec des agences, c'est de se dire vous avez un peu cette vision marché, vous gérez 3 ou 10 personnes dans une industrie assez proche de la mienne et finalement c'est là où il y a un intérêt, c'est que vous comprenez ce qui se passe. Et tu vois, d'ailleurs, justement, en parlant de ça, chez Seos, on vient de sortir avec mon associé, qui s'appelle aussi Jérémy, qui a une sorte de newsletter qu'on envoie tous les mois à nos clients et qui sont un peu un récap de qu'est-ce qui se passe sur le marché actuellement, qu'est-ce qu'on voit comme tendance sur l'intégralité de nos comptes Google Ads qu'on a en gestion, pour essayer de leur donner un peu une vision macro de ce qu'on voit. Alors certes, c'est des sites dans des domaines très différents, mais ça leur permet aussi de sortir un peu de leur prisme très business et de pouvoir s'ouvrir un peu à ce qu'il y a d'autre, quoi. Et je pense que ça a beaucoup de valeur. Et j'aime bien ce truc de dire, je le fais pas forcément, je le fais avec mes concurrents aussi. Enfin, on est concurrents, mais avant tout, on est experts SEA. C'est ça. Extrêmement cool. Ce que j'aimerais qu'on puisse faire aujourd'hui, oui, peut-être avant de rentrer dans le vif du sujet, cet épisode, comme je disais, c'est un épisode un peu bonus, donc je vais me permettre de prendre un peu plus la parole et ça va être aussi un peu un débat entre nous. Pas forcément un débat, mais en tout cas vraiment un échange d'idées. Donc voilà, si vous avez l'habitude d'écouter le podcast et que vous trouvez que je parle un peu trop, vous avez au moins une compréhension de la raison pour laquelle c'est le cas. Ce que je te propose du coup, c'est qu'on parle un petit peu du rôle de consultant, le rôle d'agence avant. Alors quand je dis avant, c'est surtout avant Performance Max. Donc Performance Max étant un format publicitaire qui a été sorti par Google en novembre 2021. Et qui a pour spécificité d'intégrer sous un seul type de campagne l'intégralité ou quasi l'intégralité des différents canaux, donc shopping, search, YouTube, display, discovery, etc. J'en oublie certainement d'autres. Pour toi, c'était quoi les clés de succès justement de Google Ads avant Performance Max? Ouais, côté agence, moi ce dont je me rends compte, c'est que en tout cas, il y a une vraie montée en maturité et en compétences côté annonceur. C'est-à-dire qu'il y a 10 ans, je prends un peu plus de recul que ce que tu m'as demandé, mais je pense que c'est intéressant. Non, mais super intéressant. Il y a 10 ans,
les annonceurs étaient un peu charrettes sur le digital. C'est-à-dire qu'il y en avait très peu qui étaient très matures, qui avaient investi le digital, et c'était quelque chose qui était externalisé. Ils disaient, moi je travaille avec des agences parce que ce sont eux les experts sur la partie digitale, et moi je suis expert sur mon métier. Voilà. Sauf que ce qu'ont fait les annonceurs, c'est qu'au bout d'un mois, ils ont commencé à recruter dans le vivier des agences. Hein. Et donc aujourd'hui, quand on va chez la plupart des top annonceurs, on voit que finalement dans l'équipe digitale, maintenant il y a des factories un peu partout, c'est des profils assez robustes qui ont bourlingué 5 ans, 10 ans chez annonceurs, etc. Enfin en agence, pardon. Et donc qui se sont confrontés directement à l'outil et qui ont des retours d'expérience à la fois multilevier et à la fois multisecteur. Donc je pense que maintenant les annonceurs ont rattrapé leur retard vis-à-vis des agences. On va voir que le rôle est quand même hyper important des agences pour continuer à aider les annonceurs à monter en maturité et adresser des problématiques peut-être un peu différentes sur la data ou autre. Mais donc voilà, il y a eu ce rattrapage. Sauf qu'arrive effectivement Performance Max. Et donc là, je pense que c'est un vrai bouleversement. On verra qu'avec ChatGPT, c'est aussi un autre bouleversement. Mais Performance Max fait que a remis au centre du jeu à la fois la créa, le copywriting, et à la fois, à mon sens, toute la partie qu'est-ce qui se passe après Performance Max. Et une fois que j'ai cliqué sur l'annonce, qu'est-ce qui se passe? Et ça, c'était 2 impensés avant pour les consultants SIA. Moi, quand j'ai commencé, les consultants SIA, c'était des profils plutôt matheux, plutôt ingénieurs, qui aimaient bien travailler sur leurs fichiers Excel, sur leurs macros. On passait des heures pas possibles, et on aimait bien travailler sur nos matrices mots-clés. Aujourd'hui, si on continue à travailler comme ça, on va dans le mur. Et à mon sens, il faut, et c'est un peu le sens c'est ce pourquoi Google pousse autant Performance Max, c'est que maintenant, ce qui a de la valeur, c'est pas tant les mots-clés. Je pense qu'aujourd'hui, honnêtement, moi, mes concurrents et moi, on achète les mêmes mots-clés. Hein. Et avec l'expansion du ciblage large, il y a peu de différence. Par contre, ce qui fait la différence, c'est vraiment le copywriting, c'est vraiment la production créative, à la fois la qualité, mais surtout la capacité à updater en masse ses créas. Moi, quand je suis arrivé, honnêtement, c'était painful de sortir des créas. Et j'ai pas mal d'annonceurs que j'avais en client, et je pense que tu as sûrement les mêmes. Dès qu'on me demande des kits créatifs, c'est souvent on nous dit il n'y a pas de bande passante, il n'y a pas de budget, etc. Aujourd'hui, avec Performance Max, on n'a pas le choix que de trouver un tricks pour effectivement être en capacité de fournir de façon industrielle des créas. Ça peut passer par des agences, ça peut passer par des acteurs comme PlayPlay ou autres. Ça peut passer maintenant même directement dans Google. Hein. Google nous permet de générer des créas à la volée ou des vidéos. Et donc ça, c'est vraiment un truc qui fait que maintenant le consultant doit être un peu créatif, entre guillemets, doit avoir un sens, je pense, du copywriting, un sens de la production créative. Et le deuxième changement, c'est qu'il doit aussi avoir des convictions et en tout cas une expertise sur la partie CRO, la partie landing page. Ça me paraît primordial. Moi, je le vois à mon niveau, dans mon secteur, quand je regarde les concurrents start-up, tout ce qui va être fintech ou autre, ou assurtech, ils ont certes moins de moyens que des grosses banques ou des gros assureurs, et donc ils sont obligés de le compenser. Ils le compensent où? Ils le compensent sur la partie landing page. Et donc, ils ont des tunnels de conversion et des parcours online qui sont sans friction. Et donc, c'est presque un régal de s'assurer chez eux, parce que ça se fait en 3 clics sur son mobile, en 1 minute, alors que vous faites la même chose chez un assureur historique ou une banque historique. Honnêtement, c'est souvent assez compliqué. Donc, on peut avoir du gros budget SIA si derrière l'expérience utilisateur est un peu cata. C'est hyper décevant pour le client. Ouais, en fait, c'est souvent un des trucs que je dis à mes clients. Alors nous, on a plutôt une approche e-commerce à l'agence. Et c'est souvent un des trucs que je dis à mes clients, c'est qu'il ne faut jamais oublier que Google, c'est un moyen et ce n'est pas une fin. Et Google, il envoie des gens sur ton site, mais si ton site il est éclaté au sol, tu vas pas convertir les gens que tu as envoyés sur ton site. Et donc en fait, la puissance de Google, elle est alors évidemment liée à la qualité de la structure de ton compte, à la partie technique de ce que tu vas mettre dans Google, mais elle est aussi très fortement liée à la capacité de faire des landing pages qui sont super qualitatives. Je ne sais pas si toi, tu as des stats justement de mise à jour de landing page que vous avez fait. Nous, on a un client dernièrement où on a mis à jour leur landing page et on a divisé par quasiment 2,5 le coût d'un formulaire qui a été rentré sur le site, et on a amélioré la qualité, le taux de conversion derrière aussi des leads qui ont mis leur formulaire. Je sais plus c'était quoi les stats, je voudrais pas dire de bêtises, mais le seul impact qu'il y a eu, c'était l'amélioration de la landing page. Et les campagnes Google sont à peu de choses près restées les mêmes. Et, je sais pas si tu as observé des améliorations un peu du même genre de ton côté. Tout à fait. Nous, effectivement, c'est un gros sujet à partir de landing page. Moi, quand je suis arrivé, grosso modo, les campagnes ont redirigé directement vers les tunnels de conversion. Donc, la personne tape assurance de prêt, elle clique sur l'annonce et tout de suite, elle arrive sur un tunnel.
Sauf que c'est très générique une requête comme assurance de prêt. Il y a des personnes qui sont matures, qui connaissent la loi, des personnes qui sont simplement des curieux, qui veulent se renseigner. Donc ce qu'on a fait, c'est que maintenant on est en train de créer des landing pages pour tous nos métiers. Donc l'assurance de prêt, elle existe. Et grosso modo, en fait, c'est le préform, donc c'est l'étape 1 du tunnel. Donc c'est la même chose, sauf que derrière on l'a maquillé avec différents éléments, sur la rassurance, du verbatim client, les fameux notes de Trustpilot, des prix d'appel et du contenu effectivement qui permet de donner des informations et du contexte finalement à l'internaute. Et donc depuis qu'on utilise cette landing page, alors nous on n'a pas divisé par 2,5, j'aurais bien aimé, mais en tout cas voilà, on a gagné 5 points de taux de complétion sur ce tunnel. Et j'ai chiffré ça, c'est plusieurs centaines de milliers d'euros économisés sur l'année. C'est monstrueux. Juste avec une semaine de travail par un UX designer et un intégrateur. Donc on les prend, hein, vraiment, c'est une super bonne idée. Donc maintenant on est en train d'industrialiser ça sur tous nos métiers. Non, en fait, c'est hyper intéressant ce que tu mets vraiment en perspective. Le fait qu'aujourd'hui, ce ne sont pas des silos qui sont traités individuellement, c'est une suite d'étapes. Et je trouve en fait ce qui est intéressant, et ça revient aussi à ce qu'on fait dans le SEO, et j'ai l'impression que tous les métiers digitaux sont un peu comme ça, c'est qu'il y avait vachement cette vision de dire c'est des chiffres. En fait, les gens sont des chiffres, nos prospects sont des chiffres, et on essaie d'augmenter les chiffres. Et après, d'étape en étape, en fait, les chiffres sont intéressants et on a les taux de conversion. Et de plus en plus, je pense que les algos de Google sur le SEO et tous les autres outils ont permis de reprendre le truc en mode c'est des humains en fait qui sont en train de cliquer et qui font le parcours. Et en fait, pense tes articles pour des humains, pense ton parcours pour des humains, et pense pas ton parcours pour un robot de Google, parce que finalement, on s'en fout un peu en fait. Du coup, si on revient sur le sujet de se dire c'était quoi les clés de succès avant Performance Max, j'ai quand même la sensation dans ce que tu disais, c'est que les clés de succès, c'était avoir des très bons mots-clés, donc une recherche sémantique fine, un travail très précis de ses enchères, notamment je sais que beaucoup de consultants qui sont sur Google depuis longtemps apprécient particulièrement les enchères manuelles, où tu peux gérer chaque enchère à la main sur chacun des mots-clés. Est-ce que tu vois d'autres éléments qui définissaient particulièrement ce que c'était avant PMax? Ouais, et puis il y avait un gros travail sur la structure, c'est-à-dire qu'il y avait des débats d'esthètes sur quel type de matrice il faut avoir. Est-ce que j'ai une matrice avec un keyword par ad group? Est-ce que je suis sur du Hagakure? Moi j'ai toujours été pragmatique là-dessus. Je pense que c'est bien d'avoir des convictions, de les tester, et puis d'être capable si on voit que les données nous donnent tort, de faire un rollback. Typiquement Hagakure, moi j'étais assez méfiant entre guillemets, et puis quand j'ai testé, ça fonctionnait plutôt mieux sur mes clients. Donc voilà, je pense qu'il faut être pragmatique. Donc ça, c'était un vrai travail, et comme tu dis, je pense que les enchères manuelles, ça, moi à l'époque quand j'ai commencé, c'était quelque chose qui me prenait un temps fou. Il y avait deux choses qui prenaient un temps fou, c'était les enchères manuelles et le reporting. C'est-à-dire qu'à l'époque, tout se passait sur Excel. Je dis à l'époque, c'est pas non plus il y a 20 ans, hein, c'était il y a 8 ans. Tout se passait par Excel, et je me rappelle, on prenait les 2 premiers jours de la semaine, on faisait que des reporting. Aujourd'hui, il y a un truc qui est super, ça s'appelle Google Data Studio. Je pense qu'à peu près tout le monde l'utilise, où la donnée, effectivement, elle est alimentée et qui permet d'automatiser. Donc maintenant, franchement, on passe 0 temps sur le reporting. Donc ça, c'est vraiment un changement de mindset qui est hyper important. Moi, quand je suis arrivé, il y avait encore une agence qui travaillait pour Meilleur Taux. On a internalisé le levier avec mon arrivée. Et on était encore sur de l'Excel, et on était encore sur des temps longs, on était encore sur du pilotage au CPC manuel. Mais ça, c'était il y a 2 ans, hein, c'était pas non plus il y a très longtemps. On était encore à une approche ultra granulaire des mots-clés, avec une méfiance absolue vis-à-vis du large. Moi aussi, j'étais méfiant à l'époque. Là maintenant, on ouvre un peu, on se permet des choses un peu plus intéressantes. Je pense que ça résume plutôt bien l'ancien mindset. Ouais, effectivement, c'est exactement ça. Maintenant, on est passé depuis du coup 2021, donc novembre 2021, à un format PMax qui a mis pas mal de temps à se mettre en place, jusqu'au moment où Google, pendant l'été 2022, alors ça c'était surtout pour les e-commerce, a dit en fait tous ceux qui ont des campagnes shopping et maps, en fait vous avez maintenant des campagnes performance max, et c'est même pas on vous conseille de le faire, ils ont littéralement migré automatiquement. Donc il y a pas mal de gens qui n'ont pas trop apprécié ce move, mais de toute façon c'est Google, donc si tu veux faire, s'ils ont décidé, ils feront. Et du coup, Performance Max est devenu quand même un outil aujourd'hui central dans beaucoup de stratégies, notamment e-commerce, peut-être un peu moins génération de leads, quoique je ne sais pas si tu l'utilises. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que ça a vraiment changé la vision
qu'ont les annonceurs des agences, qu'ont les agences de leur travail et qu'ont les consultants de leur avenir, tu vois. Et du coup, une des questions, un des trucs que j'ai vachement entendu à ce moment-là, c'est ah bah c'est cool, avec Performance Max, on n'a plus besoin d'agence. Et je veux savoir un peu, c'est quoi toi ta vision sur le truc, c'est quoi les clés de succès pour toi de Google Ads aujourd'hui avec Performance Max, puis on parlera peut-être un peu après de ce qu'il va y avoir avec l'IA et ce qui commence à arriver, mais Ouais, bah peut-être déjà en premier un retour d'expérience. Hein. Nous, tout de suite, dès qu'on a vu que Performance Max allait être lancé, on a tout de suite pris le train en marche, entre guillemets. Moi, je voulais surtout pas être en retard. J'avais le sentiment, je sais pas pourquoi, que ça allait être quelque chose qui allait grossir et que Google allait pousser. Et dans ce cas-là, je me dis c'est bien de tester tout de suite et d'essayer d'être bon tout de suite. C'est un peu comme un réseau social. Quand il y a un réseau social qui explose, typiquement TikTok, c'est bien de prendre le train rapidement parce que derrière on loupe du reach organique intéressant. Donc nous on l'a travaillé très rapidement et aujourd'hui c'est 40% de nos investissements en Performance Max. Donc c'est presque 1€ sur 2 investi qu'il est sur Performance Max. Et sur tous nos métiers. Ça c'est le premier point. Et le deuxième point, c'est que pour 10 métiers sur 11, c'est la campagne qui fonctionne le mieux en termes de RPL. Donc nous c'est ce qu'on suit, le RPL, c'est le revenu par lead. Grosso modo c'est la rentabilité de ta campagne. Ouais, et donc Performance Max, même si on a toujours tendance à penser que c'est une campagne qui va travailler le haut de funnel, qui va travailler des personnes qui sont moins intentionnistes, bah, quand on regarde le RPL, nous c'est pas ce qu'on constate. Alors peut-être parce qu'on passe beaucoup de temps, on affine beaucoup, on travaille beaucoup les vidéos, etc. C'est des choses qu'on faisait peu avant. Donc on a dû changer un peu. Il y a vraiment une rupture organisationnelle qui s'est opérée avec Performance Max. On a internalisé aussi le processus créatif pour pouvoir délivrer en masse. On a dû vraiment changer pas mal de choses. Donc ça honnêtement aujourd'hui c'est quelque chose sur lequel on capitalise beaucoup et on essaie d'entraîner nos filiales à investir beaucoup. On a des filiales qui sont qu'à 10% par exemple, sur Performance Max en termes de répartition d'investissement parce qu'ils n'arrivent pas justement à produire du contenu en masse, parce qu'ils n'arrivent pas à décliner l'approche en termes de ciblage. C'est-à-dire que moi je les compare beaucoup à du social. Au début Facebook il fallait être très granulaire sur les campagnes, etc. Enfin oui, sur les campagnes et le ciblage. Nous, ce qui fonctionne bien, c'est d'être très granulaire au niveau des groupes d'éléments, avec beaucoup de kits créatifs qu'on va tester, des approches un peu différentes. Et après, sur la vision, pour répondre à ta question, il y a aussi beaucoup d'agences qui ont freiné des cas de fer quand ils ont vu Performance Max. Moi, j'ai échangé avec beaucoup d'agences en disant, qui me disaient, nous, on ne commande pas à des clients parce que on a peur c'est exactement ce que tu as dit, on a peur que les clients pensent que finalement, elles peuvent se passer de nous et que on n'a pas de plus-value. Chose qui me paraît totalement farfelue, hein, c'est-à-dire que dans ce cas-là, il faut par contre que l'agence accepte de voir son rôle un peu évoluer, mais ce qui est déjà le cas finalement. Aujourd'hui, qu'est-ce qui se passe sur Google Ads ? Google met en avant l'automatisation, met en avant la partie de recommandation où en 2 clics, on peut mettre en place des choses, a mis en place le smart bidding. Moi, à mon époque, smart bidding, ça n'existait pas. C'est-à-dire que si on voulait avoir du smart bidding, il fallait passer par un Kensho, un Marine Software ou un double clic. Et pourtant, il y a eu le smart bidding et l'automatisation, et les agences sont toujours là et ont toujours de la valeur ajoutée. Par contre, ça suppose effectivement d'apporter d'autres choses que dire à mon client il faut augmenter vos enchères, il faut augmenter le budget, il faut acheter tel mot-clé. Ça suppose d'être en capacité de délivrer de la créa en masse, d'avoir une approche sur le ciblage très, très fine, d'analyser les signaux d'audience, de faire toute la partie SRO, etc., etc. Et je pense qu'il y a un autre aspect dont tu n'as pas parlé qui, moi, me paraît fondamental aussi sur Performance Max et qui a reposé un peu les questions sur le sujet, c'est la notion de tracking aussi. C'est-à-dire que Performance Max est intrinsèquement une campagne très algorithmique. Et un algorithme, c'est quoi ? Souvent, ce sont des algorithmes de machine learning qui apprennent de comment tu les nourris en fait. Et le tracking, c'est un des éléments les plus importants pour nourrir ton algo. Et j'ai la sensation aussi que le tracking est revenu au centre des préoccupations, là où j'ai encore en fait parfois des comptes que j'audite qui sont en fait peut-être un peu des anciennes façons de voir Google Ads et où tu vas retrouver en fait des comptes où il n'y a aucun tracking. En fait, ils savent pas ce que ça leur a apporté d'un point de vue business, ils ont aucune notion de la partie tracking. Et aujourd'hui, en fait, c'est hyper important, au-delà même de suivre ce que ça t'apporte, ne serait-ce que juste de nourrir correctement l'algo. Est-ce que d'ailleurs, toi, tu as des recos de ce que vous mettez en place sur la partie tracking, peut-être chez Meilleurtaux, qui pourrait aider d'autres consultants, des bonnes pratiques ou des tests que tu as menés ?
Ouais, sur la partie tracking, nous on a basculé sur une stack franco-française. Donc on utilise AT Internet qui s'appelle maintenant Piano Analytics, qui nous permet d'être exempté finalement par la CNIL. Donc on peut collecter 100% d'informations que la personne donne ou non son consentement. Pareil, sur la partie Google Ads, on pilote non pas avec le tag Google, on va piloter avec la synchronisation des conversions offline. Donc nous on a connecté notre Salesforce, qui est la base métier. On a toutes les données clients, et donc tous les soirs à minuit, il y a un batch qui nous redescend l'ensemble des conversions. Donc on a les ID qu'on arrive à conserver, et donc on les redistribue ensuite sur l'ensemble des campagnes. Sur Performance Max, le trick, c'est d'utiliser la vue URL. Il y a un onglet qui s'appelle URL de destination, et en fait tu peux rajouter un élément, une variable dynamique par groupe d'éléments, ce qui fait que tu peux avoir la performance par groupe d'éléments, chose qui n'était pas disponible jusqu'à peu. Là, Google est en train de le lancer en bêta test, mais pendant 2 ans, nous, on a fonctionné comme ça. Et après, sur la partie audience, qui fonctionne très bien sur Performance Max, et là, je rebondis sur ce que tu disais en disant tracking, c'est important pour suivre les performances, mais c'est aussi important pour nourrir l'algorithme. Sur Performance Max, ce qu'il faut, c'est à tout prix nourrir l'algorithme. Ça, c'est vraiment le critère numéro 1. Le nourrir à la fois avec les données que Google te partage. Là-dessus, il n'y a pas de débat, notamment les audiences personnalisées. Ça, c'est vraiment canon, où tu peux recibler finalement les personnes qui sont allées chez ton concurrent ou qui ont tapé le nom de ton concurrent. Ça, c'est vraiment top. Mais surtout, nous, on l'alimente avec nos données à nous. Aujourd'hui, meilleur taux, c'est 100 millions de visites par an sur l'ensemble des sites du groupe. Et c'est 3-4 millions de formulaires par an. Donc, c'est de la donnée qui a une valeur mais inestimable. C'est-à-dire qu'il y a peu de boîtes qui arrivent à générer ça. Cet asset, on l'a parce qu'on a un comparateur. Donc, forcément, on capture beaucoup de données. Et donc, ensuite, ces audiences-là, nous, on les exporte. On les travaille. Donc moi j'ai des listes d'audience, par exemple sur le métier IMO, qui sont segmentées par capacité d'emprunt. Et donc je les intègre, ces listes très granulaires, je les intègre dans mes campagnes Performance Max en fonction du message que je veux passer. Et donc j'ai pas le même message en fonction de la capacité d'emprunt ou en fonction de la ville. Et j'ai remarqué que c'est 100 fois plus efficace de faire des exports très granulaires plutôt que d'importer uniquement sa liste de clients sur un métier où effectivement on perd en précision. Ouais, en gros, tu utilises les signaux d'audience comme en fait des audiences, parce que tu n'as pas vraiment la possibilité dans Performance Max de dire je veux cibler très précisément ces audiences-là. Par contre, tu as ce qu'ils appellent les signaux d'audience, qui sont une sorte de composition de plusieurs types d'audience. De toute façon, je pense que les gens qui suivent cet épisode un peu technique voient exactement de quoi on parle. Mais en tout cas, donc tu les utilises directement dans tes groupes d'éléments, mais en étant très granulaire. Donc un groupe d'éléments un signal d'audience par groupe d'éléments, quelque chose de très précis pour pouvoir avoir le suivi vraiment, pour avoir en gros un ciblage très fin. Et du coup derrière, tous tes textes et tous tes créas, dont on parlait vachement de créa, tes vidéos, etc., elles sont ciblées par rapport à ce signal d'audience de ce groupe d'éléments. Exactement, ouais. On essaie de créer des personas hyper segmentants pour pouvoir effectivement. C'est-à-dire que ce qui marche bien quand on fait une créa, c'est pas d'avoir une créa générique. C'est-à-dire que on est tous des consommateurs de pub. Dès que la créa nous parle et qu'elle s'intéresse à nous parce qu'elle est personnalisée par rapport à notre âge, par rapport à notre situation, forcément on multiplie la proportion de clics. Et donc nous, c'est ce qu'on essaie de viser. Oui. Ok, c'est assez intéressant. Est-ce que dans l'autre domaine, est-ce qu'aujourd'hui tu travailles la même logique sur ta partie tracking, où tu vas travailler des trackings spécifiques en fonction de persona et donc attribuer à chacune de tes campagnes, par exemple Performance Max, un tracking dédié au persona que tu as voulu remonter ou ce genre de choses? Oui, tout à fait. Ouais. Aujourd'hui, on remonte, c'est-à-dire que dans notre CRM, on remonte les performances au niveau du mot-clé. Et donc je suis en capacité de dire je reprends mon exemple, le mot-clé assurance de prêt, je sais très, très précisément combien je paye, ça c'est normal, mais aussi combien il me rapporte. J'ai le revenu, le RPL et le ROS derrière qui est associé. Ouais. Ok, et donc du coup, dans ton Google Ads, tu as plusieurs éléments de tracking, balises de conversion dédiées, spécifiques en fonction de tes catégories, etc. Hyper intéressant. On va pas faire un cours plus profond de Google Ads, je pense qu'on pourra en discuter pendant des heures. En revanche, ce qui est très intéressant dans ce que tu m'as partagé, c'est qu'on voit assez nettement que là où on était avant sur un gros focus, stratégie d'enchère manuelle, mots-clés, utilisation de matrices et de différents concepts pour gérer ces campagnes, de structures, on passe déjà tout de suite à un enjeu où le tracking est roi, où la créa est centrale, où le copywriting doit être adapté, où tes audiences tu vas les bosser. Une des questions que je vois avec ça, c'est presque un peu la prochaine étape, c'est et nous on en parle pas mal en interne, tu vois, chez SEO, c'est pour nous Performance Max, c'est que le début de ce que Google peut être capable de délivrer
en termes de campagne, de campagne automatisée. Et je pense qu'en fait, ils ont essayé de jouer un espèce de coup de maître en mode on va lancer ça. Ils l'ont lancé un peu en mode bêta, ils continuent à l'améliorer un peu. Ils ont fait pas mal d'annonces pour l'amélioration de Performance Max. C'est quoi, toi, un peu ta vision sur comment Google va évoluer dans les prochaines années? Alors, c'est totalement hypothétique ce qu'on va dire, mais dans les prochains mois, dans les prochaines années, et comment le format Performance Max, du coup, challenge un peu est plutôt les prémices du futur, quoi. Ouais, c'est une bonne question. Bon, alors moi, dans mon podcast, j'ai pris le pari que d'ici 2 ans, il n'y aurait que du Performance Max, grosso modo. Alors, j'exagère quand je dis ça, mais je pense qu'on va arriver à 2 ou 3 types de campagnes grand max. Typiquement, la campagne Discovery, est-ce qu'elle fait sens encore d'exister? Parce que Discovery, c'est quoi? C'est Gmail, YouTube et Discover. Bon, c'est 3 inventaires qui sont travaillés dans Performance Max. La campagne Display ou Smart Display, pareil, elle est travaillée dans Performance Max. Donc ça, à mon sens, c'est des campagnes qui, d'ici peut-être quelques mois, vont être killées. Et donc, potentiellement, il restera quoi? Il restera la campagne Search classique pour les annonceurs qui n'arrivent pas à délivrer de la créa. Ce serait dommage que Google ne leur donne pas une alternative. Et potentiellement, je sais pas, peut-être une campagne YouTube, par exemple. Une campagne YouTube où là, pareil pour les annonceurs qui veulent faire que du YouTube, que de la notoriété, que de la vidéo. Pourquoi Google a lancé Performance Max? Moi, j'ai mon hypothèse, mais qui est toute personnelle. Je pense que d'une part, c'est qu'ils veulent rattraper Facebook sur un segment. C'est-à-dire que Facebook est très très bon sur les TPE-PME. C'est 80% de leur chiffre d'affaires. Aujourd'hui, le boulanger du coin peut lancer des campagnes Facebook Ads en 2 clics, alors que Google Ads, ça reste quelque chose qui fait encore un peu peur. Il y a le magistère Google derrière. Pendant longtemps, ça a été inaccessible. Les agences aussi ont joué. Ça leur a permis aussi de gagner des clients grâce à ça, en montrant à quel point l'outil était compliqué. Et bien là, Google, depuis 2-3 ans, est dans une entreprise complètement différente de simplification de la plateforme. À la fois l'UX, à la fois via des recommandations personnalisées et automatiques, et via Performance Max. Avant, pour faire Performance Max, il fallait quoi? Il fallait peut-être 1 ou 2 consultants à temps plein qui créaient autant de campagnes qu'il y avait d'inventaire à travailler. Aujourd'hui, les AM de Google, ils vous disent quoi? Ils disent voilà, vous intégrez quelques titres et descriptions, 2-3 créas, et le tour est joué, après vous laissez faire la machine. Donc là, ils veulent lever une barrière à l'entrée. Ça, c'est l'hypothèse 1. Et l'hypothèse 2, c'est que Google aussi commence à saturer certains marchés. Un peu comme Facebook d'ailleurs. Donc, quand on commence à saturer en termes d'inventaire, on essaie de trouver d'autres inventaires à monétiser. Et les autres inventaires à monétiser, Google les avait déjà. C'était Discover, c'était Gmail, c'était YouTube, qui eux pour le coup ne sont pas du tout saturés. Et donc Performance Max, c'est un bon moyen de vendre de l'inventaire qu'il y a 3 ans dont personne ne voulait, entre guillemets. Donc je pense que c'est pour ça qu'ils l'ont poussé. Et aujourd'hui, quand on regarde la roadmap produit Google, moi j'essaie de chroniquer toutes les actus. Enfin, chaque mois, je chronique les nouvelles sorties Google. 3/4 de l'épisode, c'est Performance Max et Performance Max. La roadmap produit Google est cannibalisée par Performance Max aujourd'hui. Et j'ai l'impression qu'en dehors de ça, il n'y a pas trop d'idées. Donc maintenant, il y a un peu d'IA qui arrive, mais voilà, ça s'arrête là. Donc honnêtement, je pense que c'est vraiment le gros truc qu'on n'a pas vu arriver. Et moi, j'invite tous les annonceurs effectivement à travailler vraiment à prioriser ce sujet, parce que ça va être quelque chose qui va être indépassable, et je pense qu'on pourra jouer avec ça plus tard. C'est intéressant comme vision. Je trouve que la limite de ça, à date, c'est que je trouve que Performance Max, en termes au moins de data, est encore trop une boîte noire aujourd'hui. Ce que je veux dire par là, c'est que alors ils ont amélioré les choses, ils vont continuer à l'améliorer sur ça, mais aujourd'hui, je trouve que tu n'as pas suffisamment de données sur la qualité et la performance de tes créas, sur la performance de tes vidéos, la performance de tes titres, pour pouvoir vraiment, tu vois, nourrir l'algo avec le top of the top, tu vois. Et j'ai un peu la sensation que en tout cas au moment où on enregistre cet épisode, donc on est en avril 2023, au moment où on enregistre cet épisode, j'ai la sensation que Performance Max est encore assez sous-exploité d'un point de vue analyse, et que du coup en tant qu'agence, en tant que même annonceur, etc., en fait c'est super difficile d'améliorer une Performance Max, si ce n'est de dire je vais continuer à investir beaucoup d'argent et je vais voir comment ça va se comporter, mais t'as pas de stats tu vois, hyper fines de dire ok, telle image elle surperforme celle-ci dans tel et tel cas, elle surperforme celle-là dans tel et tel cas. Alors il y a des choses de mieux en mieux, mais je sais pas, un peu ta vision toi sur ça. On voit qu'il y a 2 dynamiques, c'est-à-dire que sur les campagnes search classique ou shopping, il y a la dynamique inverse, c'est-à-dire que Google est en train d'enlever des éléments qui nous permettaient de piloter. Moi, je ne me remets toujours pas de la disparition de la position moyenne. C'était un KPI que j'adorais travailler, piloter. En SEO, ils ont la position moyenne. Pourquoi nous, on n'aurait pas la position moyenne? Ça me paraît assez fou. Alors maintenant, on a des KPI un peu ésotériques comme le taux d'impression en top position, etc. Mais qui,
Bon, à mon sens, ils veulent tout et rien dire. Pareil, les termes de recherche. Moi, je suis un fanatique de l'exclusion. D'autant plus avec le large. Vraiment, là-dessus, toutes les semaines, dans l'équipe, on passe en revue les termes de recherche et on exclut. Aujourd'hui, sur le compte, je l'ai dit à plusieurs reprises, hein, mais j'ai 100 000 mots-clés en exclusion. Parce que je pense que quand on travaille sur des métiers très proches, avec des budgets très spécifiques par métier, l'algorithme, même s'il est très bon, et ça reste Google, donc c'est quand même les numéros 1 là-dessus, il a du mal à faire la différence entre un rachat de crédit et un crédit immobilier. Donc il faut travailler ça énormément. Et bien ça, les termes de recherche, Google, il y a 2 ans ou 3 ans, a dit en dessous d'un certain niveau, on ne vous les communique plus. Et donc petit à petit, ils commencent à nous habituer à piloter avec des informations parcellaires sur lesquelles ils ne communiquent pas. La RGPD, c'est pas Google la RGPD, mais ils ont dû l'appliquer. Ce qui fait qu'aujourd'hui, les annonceurs qui pilotent avec le tag Google, par définition, ils sont aveugles sur X% de leur audience, celle qui n'accepte pas les cookies. Donc à mon sens, les deux vont se croiser au bout d'un moment. Et à l'inverse, sur Performance Max, comme tu l'as dit, hein, il y a 1 an et demi, c'était une black box absolue. Il fallait vraiment y croire pour se lancer au tout début. Clairement, il n'y avait rien. Voilà, il y avait un coup à jouer. Aujourd'hui, on commence à avoir des datas de plus en plus poussées. Alors, tous les mois, on a des annonces. Alors, ce qui est marrant, c'est qu'entre le moment où il y a l'annonce et le moment où c'est mis en prod, il se passe souvent plusieurs mois, c'est très long. Notamment, par exemple, la gestion des exclusions, c'est quelque chose qui n'est toujours pas déployé à grande échelle. Il faut toujours passer par son AM ou rattacher une liste. Enfin, c'est encore quelque chose qui est assez manuel. Mais moi, honnêtement, je pense que d'ici 1 an ou 2, on aura quasiment le même niveau d'information entre les deux types de campagnes. Ouais. En fait, sur la partie exclusion, moi, je suis assez fanatique aussi de ça. Je suis assez fan de la partie exclusion. Mais j'ai l'impression que, tu vois, en fait, ce qui s'est passé avec Performance Max, alors là, c'est un avis tout personnel, c'est que j'ai l'impression que, tu vois, on a nos campagnes search, on nous a dit, tu peux faire ce que tu veux en termes d'exclusion. Performance Max, on le lance, tu peux rien faire. Tu sais, genre vraiment, on est passé de 1 à genre 0. Là, ils reviennent un petit peu en arrière, mais en fait, ils nous amènent juste à 0,2 parce qu'ils nous disent, oui, vous allez pouvoir exclure votre marque de Performance Max, mais la marque, c'est quoi ? En fait, non, tu choisis pas les mots-clés vraiment de marque. Tu vois, les démos qui ont été partagées, c'est vous allez devoir, vous pourrez exclure votre marque, mais en fait, ce sera du large sur tel mot-clé que nous, on a défini comme étant votre marque ou comme étant des marques concurrentes, mais vous pouvez pas faire plus. Et en fait, c'est genre, on vous redonne la possibilité d'exclure, mais avec moins de puissance et moins de liberté que ce que vous aviez avant. Et en fait, je sais pas si c'est une technique, tu vois, un peu marketing de leur part en mode mais attendez, regardez ce que vous aviez sur Performance Max. Avant, vous n'aviez même pas la possibilité de le faire. On vous a redonné la possibilité de... Oui, peut-être pas autant, mais c'est mieux qu'avant quand même, tu vois. Et je me rends pas compte, est-ce que c'est une technique marketing de leur part d'enlever tout et de redonner un petit peu, ou est-ce que juste, en fait, ils l'ont lancé en mode bêta et ils se rendent compte que c'est hyper imparfait et il y a ils ont trop de demandes de leurs clients, quoi. Ouais. Quand tu écoutes les AM Google, grosso modo, quand tu fais des exclusions, tu fais partie de la minorité. C'est quelque chose qui n'est pas du tout recommandé par les AM. Les AM te disent quoi ? Ils te disent grâce au smart bidding et avec le ciblage large, donc là je parle pour les campagnes classiques, il n'y a pas besoin d'exclusion parce que l'algorithme va comprendre l'intention de recherche et va te cibler les bons mots-clés. Ça, c'est la théorie. Puis après, il y a le monde réel. Et quand tu soulèves le capot et que tu regardes effectivement sur quoi tu es diffusé, tu te rends compte qu'il y a un hiatus. Et donc évidemment, il faut faire de l'exclusion. Et en plus, faire de l'exclusion, pour moi, c'est aussi envoyer un signal. Alors, c'est-à-dire que tu dis à l'algorithme, voici finalement le spectre sémantique sur lequel tu peux diffuser. Nous, ce qu'on a fait, c'est qu'on a négocié avec notre AM pour qu'il nous branche une liste d'exclusion dans la bibliothèque qui est reliée à Performance Max. Ce qui fait que maintenant, on est autonome, on passe plus par l'AM et on l'alimente directement. Et je pense qu'il doit y avoir pas mal d'annonceurs qui font ça et ça fonctionne plutôt bien. C'est ce qu'on a mis en place aussi. Mais en fait, le truc, c'est que de toute façon, si tu écoutes tes AM Google, c'est lance que Performance Max, mets ce que tu peux mettre. En vrai, même si tu mets pas tout, c'est pas grave, on va s'en occuper. Et c'est tout. Et en fait, le truc, c'est que à la fois, je suis hyper d'accord sur le fait que l'algo de Google, il est ultra puissant et que l'intelligence artificielle qu'il y a derrière, le machine learning, franchement, je pense que c'est le meilleur algorithme publicitaire au monde aujourd'hui. Mais comme tu dis, en fait, tout ça, c'est des signaux qu'on peut nous aussi modifier avec la partie exclusion et il faut le prendre en compte. Et en fait, on revient au fait que du coup, le tracking est particulièrement important parce que du coup, en fait, j'ai l'impression que tu vois, on a vraiment décalé le problème de se dire, et je pense que ça revient à ce qu'on disait tout à l'heure, mais on a décalé le problème, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, performer sur Google, c'est performer via Performance Max. Pour performer sur Performance Max, tu n'as plus les mots-clés, tu n'as plus les autres stratégies d'enchères, etc. Tu dois utiliser des outils qui sont en dehors de Google. Et c'est quoi les outils qui sont en dehors de Google ? Enfin, en dehors de Google, entre guillemets, en dehors de la campagne. C'est aussi ton tracking. Mais en e-commerce, on a aussi vachement shopping.
c'est le flux shopping, tu vois. Comment on optimise son flux shopping, comment on optimise son titre, ses images, ses descriptions pour s'assurer d'être bien diffusé aux bons endroits. Il y a un gros enjeu en fait qui sort un peu de Performance Max et je pense que c'est aussi là où le rôle des agences il est de challenger cette partie-là. Écoute, je pense qu'on pourrait parler encore très longtemps de Performance Max. J'aimerais qu'on bifurque très rapidement sur l'intelligence artificielle. Quand je dis intelligence artificielle, je pense notamment à ChatGPT, ChatGPT 4 qui a été annoncé et qui est disponible déjà depuis un moment. Il y a Bard de Google, etc. Je pense que ça, c'est une autre très grosse menace, en tout cas perçue comme telle par beaucoup d'agences, comme par beaucoup d'annonceurs. C'est que finalement, avec ChatGPT, j'ai plus besoin de mon agence SEO, ils me font du contenu à l'infini. J'ai plus besoin de mon agence SEA parce que mes annonces, elles vont être gérées par ChatGPT qui va m'écrire les meilleurs textes. Et du coup, c'est quoi, toi, tu as un peu ta vision sur ces IA, sur ChatGPT, sur le rôle qu'ils vont avoir? Est-ce que ça va venir remplacer les agences, remplacer les consultants? Est-ce que ça va venir juste les augmenter? Avoir un peu ta vision sur ça. Ouais, moi je suis plutôt tendance techno-optimiste, on va dire, donc j'y vois plutôt une opportunité et pas une menace. Je comprends après le côté agence, même côté consultant à l'interne, hein. Moi, j'ai eu la question en disant alors c'est sous ton de la blague, mais est-ce que tu sers encore à quelque chose, Jérémy? Est-ce que je suis pas au chômage dans 3 mois? Bah peut-être. Non, moi j'y vois ce que tu as dit, je pense que je suis assez d'accord, j'y vois vraiment une aide ultra intéressante. C'est-à-dire que dès qu'il y a une nouvelle technologie, dès qu'il y a une rupture technologique qui apparaît comme cela, je pense qu'il faut très vite commencer à jouer avec, à tester, etc. pour se faire sa propre opinion et essayer de trouver comment je peux l'intégrer dans ma routine de travail. À date, il faut être très modeste, hein. Nous, on l'a testé, je teste encore et dans l'équipe, on teste pareil. Les cas d'usage, aujourd'hui, je pense sur la partie SEA, ils sont peu nombreux, en tout cas moins que sur d'autres pans du marketing. Moi, j'en ai identifié 3 ou 4, mais peut-être qu'il y a des choses qui m'échappent. Hein, mais par exemple, la partie spectre sémantique, j'ai trouvé que honnêtement, aujourd'hui, ce que Google nous propose quand on fait des recherches via leur outil Keyword Planner était largement au-dessus de ce que proposait un ChatGPT. Pareil sur un SEMrush ou autre. Donc, pour l'instant, j'ai pas vu de vraies différences. Sur le copywriting, là, par contre, là, c'est plus intéressant. Que ce soit à la fois la partie landing page et à la fois la partie annonce. Typiquement, quand vous devez créer 15 titres différents, au bout du 10e, peut-être qu'il y a un peu moins d'idées. Là, ChatGPT, on a installé l'extension ici. C'est quand même pas mal pour gagner du temps et passer à l'étape suivante. Ce qui est bien, c'est aussi pour la traduction. Alors nous, on est franco-français, mais honnêtement, moi j'ai travaillé sur des comptes internationaux et des fois, c'est une tannée de passer à la traduction. Là, ça le fait très rapidement, donc ça, c'est top. Et le vrai cas d'usage que je trouve en SIA, c'est sur toute la partie script. Script à la fois pour... si vous êtes encore sur de l'Excel, il te génère des macros à la volée et hyper shadés qui fonctionnent. Hein. Moi, j'en ai qui tournent. Et script Google aussi. J'en ai là, je vais à peine de commencer, j'en ai 3 qui tournent. Ils fonctionnent en fait, tout simplement. C'est-à-dire que j'ai pas dû les retravailler, alors j'ai juste dû mettre les bonnes cellules entre guillemets, mais l'ossature du script était ok et répondait à ma demande. Donc je pense que c'est plutôt là-dessus aujourd'hui que je le vois. Sur la partie créative, on a fait des tests, alors pas avec ChatGPT mais avec d'autres, avec Midjourney, avec Stable Diffusion, etc. L'inconvénient aujourd'hui de ces outils-là, en tout cas moi de mon expérience, et peut-être encore une fois que je me trompe, c'est qu'ils ont un design qui est très, qu'ils ont un univers de design qui leur est propre. Midjourney, c'est très futuriste, c'est très manga, c'est très heroic fantasy, etc. Ça colle difficilement avec la marque Milorto aujourd'hui, voilà, pour être assez honnête. Et donc aujourd'hui, on passe par d'autres technos pour nous générer ça. Ok. Il y a un autre cas d'usage que je vois qui est plus lié au e-commerce. C'est notamment sur la génération de l'amélioration de ton flux produit. Et notamment, un des enjeux majeurs des flux sur produits, c'est ton titre et c'est la description. Et en fait, la description et ton titre doivent contenir, c'est pas à toi que je vais l'apprendre, mais au moins à nos auditeurs s'ils nous écoutent, doivent contenir en fait les mots-clés que tu veux cibler. Et en fait, la plupart des e-commerce envoient globalement ce qu'il y a sur leur site e-commerce. Donc, je sais pas, leur chaussure, elle s'appelle, en prenant un magasin de chaussures, ils ont une chaussure qui s'appelle, je sais pas, la Volta rouge. Et il y a marqué la Volta rouge dans Google, tu vois. Alors, en fait, non, tu as envie de dire chaussures pour femmes rouge, Volta, de la marque, j'en sais rien, Eram ou peu importe, tu vois. Et en fait, ChatGPT peut t'aider
à générer des titres ultra personnalisés pour des milliers de produits en quelques clics, t'écrire des descriptions ultra personnalisées, et surtout avec ChatGPT 4 et ce qui va arriver demain, où tu peux envoyer les photos et de la demande multimodale entre guillemets, donc de la photo, de la vidéo, du titre, etc. Créer des descriptions produits ultra personnalisées qui vont te permettre d'être méga efficace sur tes flux produits, quoi. Et donc, je pense que c'est là où tu peux... Enfin, pour moi, c'est l'IA et ChatGPT, ça te permet d'avoir le consultant augmenté, mais ça remplacera jamais... Enfin, ça remplacera jamais, je sais pas, je dirais pas jamais. Dans 3 ans, ça se trouve, on dira que ça va remplacer, mais tu as quand même enfin, comme on le disait, la vision de Google Ads dans les prochaines années, elle est sur le copywriting, sur la créa, mais elle est aussi sur le tracking, sur la structure du compte, etc. Ce que un ChatGPT ne fera pas, tu vois. Ouais, et puis moi, je vois un vrai avantage concurrentiel quand même, qu'a l'humain versus la machine, c'est que j'ai la conviction qu'aujourd'hui, pour être différenciant sur Google Ads et pour être au-dessus de sa concurrence, il faut travailler avec des connaisseurs du secteur. C'est-à-dire que moi, ce que je recherche dans mon équipe, c'est que le consultant, ce soit une machine de guerre sur Google Ads, évidemment, mais qui connaisse parfaitement le métier, le secteur d'activité dans lequel il travaille. C'est-à-dire qu'il connaît les concurrents, il connaît les forces de Meurtho et les faiblesses de Meurtho, il connaît les produits, il serait quasiment en capacité de te vendre un crédit immobilier. Voilà. Et je pense que ça, c'est quelque chose qui est sous-estimé, notamment côté agence. Si on revient à l'objet original de l'échange sur l'avenir des agences, moi, à mon sens, il faut qu'elles investissent beaucoup. Un peu comme on fait d'ailleurs les cabinets de conseil. Les cabinets de conseil, ils ont créé des BU par secteur d'activité. C'est-à-dire qu'ils ont des BU sur la partie finance, sur la partie banque, sur la partie e-commerce, etc. Toi, tu as créé une agence e-commerce, voilà. Tu as une expertise e-commerce. Et ça, je pense que ça a vraiment une valeur hyper forte. Aujourd'hui, à mon sens, tout le monde est monté un peu en maturité. Tout le monde connaît les basiques, les rudiments de Google Ads. Le vrai marqueur différenciant, c'est le consultant qui va être expert de son métier, sur lequel il communique, pour identifier effectivement les poches de croissance, identifier les opportunités, identifier les mots-clés qui sont peut-être passés à la trappe chez d'autres, etc. Donc ça, c'est vraiment, je pense, un facteur différenciant qui fait que l'IA, honnêtement, il n'y a pas de concurrence. C'est-à-dire que l'humain sera toujours au-dessus, en tout cas aujourd'hui, par rapport à ça. Ouais, et ce que j'aime bien dans cette approche, on n'aura pas l'occasion de creuser le sujet parce que sinon le podcast va durer une éternité, mais c'est vraiment ce rapport de Google Ads à l'amélioration de ton business. Nous, c'est un truc pour lequel on milite de fou chez Seos. C'est que j'ai l'impression quand je fais beaucoup dans certains audits que je fais, d'avoir en fait des gens qui ont des comptes Google Ads super optimisés, mais pour Google. Alors que, ouais, tu vois, genre, tu regardes le compte Google Ads, franchement, c'est carré, quoi. Il n'y a rien à dire. Et maintenant, quand tu mets en perspective ça avec l'impact business concret que ça a eu, je sais pas moi, le taux de réachat, le nombre de nouveaux clients, le business incrémental généré, enfin, bref, peu importe les indicateurs que tu regardes et ce que tu vas avoir dans ton e-com, et en fait, tout de suite, c'est bien moins joli. C'est bien moins performant, tu vois. Et j'étais comment dire, je prenais un café pas plus tard que tout à l'heure avec une marque de vêtements qui, eux, ont un enjeu très important, tu vois, de faire de l'acquisition de nouveaux clients. Et en fait, tu regardes leur compte Google Ads et tu te rends compte que 85% des conversions que Google Ads leur a générées, c'est sur des clients existants. Et tu es en mode, en fait, tu as dépensé plusieurs dizaines de milliers d'euros, tu les aurais pas investis, potentiellement, tu aurais fait le même chiffre d'affaires, quoi. Et tout ça, l'IA va avoir vachement, je pense, de mal à visionner toute cette partie-là et en fait toute la pas toute la complexité, mais ouais, si c'est ça un peu toute la complexité du tunnel de ce que représente, c'est-à-dire qu'elle va être très bonne sur des segments très spécifiques, mais la vision globale de l'impact de Google Ads sur le business à la fin, sur l'incrémentalité, la LTV et tout, ça va être beaucoup plus compliqué à gérer, quoi. Est-ce que tu vois d'autres sujets qu'on aurait à aborder dans cet épisode sur l'avenir des agences, sur l'avenir des consultants sur Google avec tous les éléments dont on a déjà un peu parlé? Ouais, peut-être toujours sur l'IA. C'est-à-dire que l'IA, on a abordé la partie comment je l'utilise en tant qu'outil. Et après, moi, ce qui m'intéresse, c'est aussi l'usage que l'on va avoir. Ça va être ça le nerf de la guerre, parce qu'on parle tous, et moi le premier, je dis là, on sent qu'il se passe quelque chose sur notre secteur d'activité, qu'on est peut-être à l'aube d'une révolution ou d'un grand changement de paradigme. Et pour que ce changement s'opère, il faut qu'il y ait un usage massif. On a tous en tête les fameux cap des 100 millions d'usages de ChatGPT en 10 jours,
qui a explosé le record. Impressionnant. Voilà. Mais il y a l'effet curiosité. Et moi, ce qui m'intéressait, c'est est-ce que dans le temps long, ChatGPT ou Bard ou peu importe quelle IA va trouver sa place, et que aujourd'hui c'est tellement confortable d'aller sur Google, d'avoir un moteur de recherche ultra simple et on tape la requête et voilà. Est-ce que demain on va être OK pour changer un peu notre approche, hein, parce que quand on tape une requête sur Google, aujourd'hui on a tous la bonne façon de faire, on a compris comment fonctionne le moteur de recherche. Là sur ChatGPT c'est totalement différent, c'est-à-dire qu'il faut faire un prompt, etc. Et la même requête sur Google et sur ChatGPT, on a un résultat totalement différent. Donc c'est-à-dire que il faut changer d'habitude, il faut changer de réflexion. Et derrière, les tests que l'on voit sur Bing, alors c'est encore en bêta-test et c'est au UK, aux États-Unis, on voit que les annonces qui sont affichées ne sont pas du tout la même chose que ce qu'il y a sur le moteur de recherche. Il n'y a que 3 annonces, il y a une annonce payante, c'est-à-dire que moins de place pour les annonceurs. Moi, par exemple, dans mon secteur d'activité, il y a un truc qui fonctionne bien en paid, ce sont les marques blanches. Donc, c'est des annonceurs qui vont créer des marques génériques type crédit-pas-cher.com. Bon, bah, quand on regarde une capture d'écran de ce que donne ce résultat sur ChatGPT, en fait, on voit que ce qui est mis en avant, c'est l'URL de l'annonceur. C'est pas le nom de l'annonceur, c'est l'URL. Et bah, avec ce fonctionnement-là, les marques blanches, elles disparaissent. Parce que si moi je vois une URL obscure comme crédit-pas-cher.com, jamais je vais cliquer là-dessus. Par contre, je vais cliquer sur meilleurtaux.com ou un concurrent, parce que la marque, je la connais et c'est un facteur de réassurance. Donc moi, honnêtement, aujourd'hui, j'aurais plutôt tendance à dire que ça va pas être un épiphénomène, mais je pense que ça va pas être non plus la révolution qu'on attend en termes d'usage. Et je peux me tromper encore une fois, mais je pense que voilà, le moteur de recherche avec la requête un peu standard va encore rester des années, et que finalement, ChatGPT ou autre, ça va être un complément sur des choses un peu spécifiques ou peut-être sectorielles, notamment par exemple pour la génération de code, on en a parlé, pour ce genre de choses. Ouais, en gros pour toi, ChatGPT ou les outils similaires vont pas remplacer Google. En tout cas, vont pas remplacer les moteurs de recherche tels qu'on les connaît aujourd'hui. Ouais. Et justement, par contre, j'avais envie d'avoir un peu ton avis sur cette vision-là, parce que supposons que demain Google intègre, comme l'a fait Bing, dans son moteur de recherche, cette notion un peu de chat pour obtenir des réponses. Donc, je crois que Bing a lancé Bing Conversation ou un truc comme ça, et mettre des ads dedans. Comment tu vois, toi, peut-être si on faisait un peu de tu vois, quelque chose d'un peu hypothétique, ce serait quoi pour toi peut-être les nouveaux formats publicitaires qu'on pourrait voir arriver sur ces IA? Parce qu'il y a un moment donné, ces IA, elles vont, enfin tu vois, c'est pas juste $20 par mois de ChatGPT qui vont suffire à faire vivre l'outil. Elles vont forcément vouloir faire vivre ça via de la pub, c'est ce qui est le plus rentable. Comment tu vois, toi, les formats qui vont évoluer aussi via ces outils-là? Ouais, là c'est difficile, hein, c'est un peu la question 1 million. Ce que je sais par exemple, j'attends une réponse extrêmement précise qui va se vérifier dans le futur, d'accord? Par exemple, je sais que je me trompe souvent. Par exemple, moi j'étais ultra fan de la vague Vocal Search. Moi chez moi c'est équipé, il y a des Google de partout, des Google Home, etc. Je suis tout connecté. Et je me suis dit dès le début, c'est sûr qu'ils vont vendre parce que quand on fait une requête auprès de Google Home, on n'a qu'un résultat, on n'a qu'une réponse. Quel est le restaurant le plus proche de chez moi? On n'a qu'un résultat. Et je me suis dit, ils vont monétiser ce résultat, c'est pas possible. Aujourd'hui, c'est toujours pas monétisé et finalement, le taux de pénétration du marché, il est assez faible. Idem sur Google Lens. Moi, Google Lens, j'étais hyper fan. On peut prendre comment on fait de la recherche inversée, c'est-à-dire qu'on prend en vidéo avec son portable et il nous retrouve le résultat sur le search. Bon, pareil, c'est quelque chose qui a du mal finalement. Donc là, on enchaîne un peu les lancements un peu semi-ratés. Pareil sur le métaverse, alors c'est pas Google, mais c'est Facebook qui s'est complètement craché, qui fait un peu machine arrière. Donc c'est là où je me dis, je sais pas à quel point ça relève de la tendance et de l'effet de hype, ChatGPT et Bard, parce que finalement c'est des technos qui sont à la fois nouvelles pour le grand public, mais quand on regarde la littérature, ça se base sur Transformer. Transformer, c'est quoi? C'est Google, ça a été lancé en 2017 en open source, donc c'est pas si nouveau. Donc voilà, là je serais si j'avais une pièce à mettre, je pense que c'est plutôt de la hype, ou alors que ça va devenir un usage mais à vocation professionnelle, ultra ciblée. Voilà, pour des designers, pour des développeurs. Là, il va y avoir des vrais cas d'usage pour des architectes. Là, on voit qu'il y a ChatGPT qui a réussi le concours de médecine. Bon, c'est super, mais derrière, est-ce qu'il va y avoir un usage? Honnêtement, je ne sais pas trop. Et après, comment ça va être monétisé en termes d'annonces, c'est hyper compliqué. À date, on voit des semblants de résultats, etc. Mais honnêtement, je trouve que ça fait un peu cheap. Et je ne peux pas croire qu'un Google ou qu'un Microsoft
grosso modo, monétise si peu aujourd'hui ce format-là. Il n'y a qu'un résultat payant qui est en index, etc. Enfin, c'est quelque chose qui ne donne pas envie de cliquer. Je rappelle qu'une requête sur ChatGPT, c'est 10 fois le coût d'une requête sur un moteur de recherche classique. Donc comme tu dis, ils perdent de l'argent aujourd'hui. Donc c'est sûr, il va falloir vite trouver un modèle pour le rentabiliser. Ouais, non, mais on le voit pas, le commun des mortels ne voit pas cet aspect coût, mais faire fonctionner des IA de ce type-là, d'un point de vue infrastructure, d'un point de vue serveur, d'un point de vue quantité de données, les salariés, etc., qui sont derrière, ça coûte énormément d'argent et il faut trouver un moyen de monétiser. Franchement, tu vois, si je devais répondre à ma propre question, je ne saurais même pas quoi répondre. Je ne sais pas quel type de publicité ou comment ils peuvent monétiser cette partie-là. Ça me paraît assez compliqué de le monétiser parce que la promesse, elle est dans quelque chose de pas monétisé. Tu as la promesse de ChatGPT, c'est on va t'apporter la réponse la plus clean, la plus simple possible à ta question, à ce que tu m'as demandé. Mais en aucun cas, tu vois, genre, je vais t'apporter une réponse sponsorisée ou plusieurs visions du truc. Il t'apporte une réponse et parfois c'est faux, parfois c'est vrai, parfois c'est semi-vrai. Franchement, je ne saurais pas du tout comment ça va évoluer à ce niveau-là. Je pense qu'on a vu pas mal de sujets autour du SEA et de Google Ads. Est-ce qu'il y a d'autres sujets que tu voudrais qu'on aborde ou tu penses qu'on a fait à peu près le tour? Ouais, je pense qu'on a fait le tour là. Je pense que c'était une bonne overview. Je pense que c'était un peu plus dans tous les sens que les autres épisodes que j'ai pu faire. Mais c'est aussi pour ça que c'est un épisode bonus et que c'est un épisode un peu différent que je voulais vraiment qu'on fasse ensemble parce que ça permet aussi, comme on disait tout à l'heure, d'avoir un peu cette vision des pairs, tu vois, de Google, de voir un peu ce qui se passe et de challenger un peu la vision qu'on a, qui est peut-être parfois très opérationnelle et du quotidien. J'ai quand même 3 questions que je pose en général à mes invités, même si c'est un épisode bonus, elles sont quand même cadeaux. La première, et je te prends un peu de cours, c'est est-ce que tu aurais une anecdote à nous partager sur Google Ads, un truc que tu as peut-être testé dernièrement et qui a donné des résultats auxquels tu t'y attendais pas? Tu peux réfléchir un peu si tu as besoin. Ouais. Mais, Non, ce qu'on a testé, nous, par exemple, on a lancé YouTube en soutien à la vidéo, à des campagnes télé. Chose auquel j'y croyais peu, et finalement on a un livre qui est important, et surtout ce qu'on a vu, on a fait le bilan ce matin, c'était assez drôle. On a lancé les fameux formats non skippables de Facebook, donc c'est les vidéos pour lesquelles l'internaute ne peut pas effectivement dire je passe, ou en tout cas je refuse de voir la pub. Et en fait on s'est rendu compte que normalement la promesse de ces vidéos, c'est de dire 100% des vidéos que vous avez payées vont être vues à 100% parce que la personne ne peut pas skipper. Donc c'est des vidéos qu'on paye très cher, etc. Et en parallèle, on a quand même lancé sur un petit budget des formats skippables. Et en fait, on s'est rendu compte qu'une grande majorité de ces vidéos skippables ont été vues à 100%. Et que l'uplift de coût entre les deux, en fait, il n'est pas intéressant. Et donc on s'est rendu compte que, pour notre cas, en tout cas, vaut mieux lancer du skippable, parce que on paye beaucoup plus cher le non skippable, mais finalement le delta entre la vidéo vue sur les deux segments est plutôt à l'avantage du skippable. Donc ça, c'est quelque chose qui est hyper contre-intuitif, et sans tester, on peut pas avoir cette donnée-là. Ouais. Après, même tu vois, alors ça c'était sur Facebook, même sur YouTube, moi je suis pas forcément hyper fan du format non skippable pour une seule et bonne raison, c'est que je trouve que ça dégrade ton image de marque. En fait, t'es là, tu obliges le gars. Et je sais qu'il y a certaines annonces qui vont jusqu'à 12 secondes non skippables. Et t'es là, t'es en mode, t'es obligé de regarder ce truc, tu vois. C'est énervant. Et t'es en mode, jamais je vais faire appel à cette marque parce que juste, elle me frustre. Et souvent d'ailleurs, les gars, ils mettent pas de limite d'exposition ou de vue avec des certaines durées sur YouTube. Et tu te retrouves à avoir cette pub 3, 4 fois par jour, parfois même plus. Et t'es en mode, non, mais là, vous êtes des forceurs, je veux juste plus vous voir en fait. L'autre question que je pose souvent, c'est est-ce que toi tu as des outils que tu utilises à côté de Google Ads et que tu recommanderais à des gens qui utilisent Google Ads? Alors ça peut être sur l'e-commerce ou autre, qui sont toi les outils que tu utilises au quotidien et qui te permettent d'être plus performant ou d'améliorer tes performances. Ouais, il y a 3-4 outils que j'aime bien utiliser. Là dernièrement, il y a l'outil Google Ad Transparency qui est grosso modo, les rattrape un peu ce que faisait Facebook. Facebook a lancé sa bibliothèque publicitaire il y a des années, il y a 5 ou 6 ans, on peut voir toutes les publicités qui sont diffusées par les concurrents. Google a lancé cette plateforme il y a quelques semaines.
Et donc ça, c'est quand même top en termes de benchmark. Et c'est un outil gratuit en plus. Donc ça, honnêtement, faut y aller. C'est vraiment hyper intéressant. Après, ce que j'utilise beaucoup, comme beaucoup de mes confrères, j'imagine, c'est SEMrush et SimilarWeb. Et SEMrush, effectivement, pour tout le spectre sémantique sur lequel est présent mes concurrents, notamment. SimilarWeb, j'aime bien pour la partie notamment multilevier. Ça permet de voir, parce que derrière, on parle beaucoup de SIA, moi je m'occupe de tous les leviers. C'est intéressant de voir un peu les partenaires, les plateformes d'affiliation avec lesquelles travaillent mes concurrents. Et après, ce que j'aime bien voir aussi, c'est il y a des petits plugins type Ghostory qui permettent de voir les trackers qui sont intégrés sur les sites et surtout ceux qui sont actifs, à quel moment ils sont actifs. Et donc, ça c'est hyper intéressant parce qu'on voit un peu le setup en termes d'adtech et martech des concurrents. Donc ça donne des idées aussi de voir des dispositifs marketing qui sont en place. Donc ça c'est hyper intéressant à utiliser. C'est beaucoup d'outils pour espionner. Hein. Ouais. On est vraiment dans cette optique. Et la dernière question que j'ai pour toi, c'est quels sont toi les médias, les contenus que tu lis ou sur lesquels tu te formes et que tu pourrais recommander? Ouais, alors il y a plusieurs choses. Donc sur LinkedIn, honnêtement, il y a un avant et après 2021-2022, j'ai l'impression. Avant 2021, il y avait personne qui prenait la parole sur LinkedIn sur la partie SIA. Il y a peut-être un ou deux consultants experts qui partageaient des retours d'expérience. Et puis après, il y avait de la communication institutionnelle d'agence, mais qui finalement a peu de valeur, je trouve. Et là, depuis un an ou deux, là, il y a de plus en plus de consultants d'agences, t'en fais partie, mais d'autres également, qui prennent la parole et qui partagent leurs retours d'expérience. Et ça, c'est hyper intéressant d'être connecté à ces gens-là. Et après, moi, je suis assez vieux jeu aussi sur le côté salon, conférence. C'est quelque chose qui se perd, notamment depuis le Covid. Avant, j'y allais, etc. À la fois soit pour prendre la parole, soit pour y assister, tout simplement. Et c'était vraiment rempli. Et là, on voit que ces salons sont désertés, alors que je trouve que la valeur est toujours là. Dernièrement, j'étais au SMX, qui est un peu la grande messe du SIA et SEO en France. Les conférences étaient ultra intéressantes. On voit encore une fois la plupart des confrères et des concurrents, donc ça permet d'échanger. On échange avec les agences et ça permet de faire du réseau. Et honnêtement, moi, j'invite vraiment à continuer à investir ces lieux qui aujourd'hui sont une super vitrine pour faire rayonner le SIA. Ouais. Ok, super. Écoute, merci beaucoup. Comme toujours, même si c'est un épisode bonus, j'aurai toujours ce petit récap qui sera disponible sur le site de e-commerçon.com, sur lequel je mettrai aussi les différents liens, des choses que tu nous as partagées, des ressources diverses que je pourrais trouver pour aider les gens. Et puis, peut-être où est-ce qu'on peut te contacter? Sur LinkedIn. Directement, Jérémy Lacoste sur LinkedIn. Ouais. Et en tout cas, merci beaucoup d'avoir participé à cet épisode. Je te souhaite une excellente soirée et à très bientôt. Salut. Merci à toi, salut. Ciao.